Le deuxième fait du jour se déroule en Russie. Malgré les sanctions occidentales, l'économie russe semble en très très bonne santé. On attend une croissance de 4% pour l'année 2024. Le taux de chômage est au plus bas. Le PIB devrait augmenter de 3%. Bref, tous les indicateurs semblent au vert. Bonjour Cyril Brett. Bonjour. Vous êtes géopoliticien, spécialiste de la Russie et chercheur à l'Institut Delors. Peut-on regarder, c'est la première question qui me vient, elle semble naturelle, est-ce qu'on peut regarder tous ces chiffres avec sérieux ou tout cela n'est qu'incertitude de propagande ? Bon, ces chiffres sont confirmés aussi par des instituts occidentaux, mais il faut toujours prendre les chiffres russes avec deux réserves. La première, c'est qu'effectivement, l'indépendance des instituts statistiques n'est pas garantie. Et certaines données qui sont particulièrement sensibles, comme par exemple le niveau des réserves fédérales, des deux fonds des deux grandes réserves n'est sans doute pas exact. Et la deuxième réserve, c'est que toute l'économie russe est déformée par l'effort de guerre qui dure maintenant depuis 2 ans et demi, et qu'une économie de guerre ne fonctionne absolument pas, ni en Russie, ni en France, ni aux États-Unis, comme une économie normale. Donc ces chiffres peuvent être exacts, peuvent être déformés pour certains quand ils sont sensibles, mais ils reflètent aussi une réalité qui est économiquement est très déformée par la guerre. Mais vous venez de nous l'expliquer, c'est comment justement essayer de comprendre cette aussi bonne forme économique, si ce n'est par l'économie de guerre. Alors, vous nous dites que ça ne marche pas, pourquoi ? Oui, alors d'abord parce que c'est provisoire. Vous imaginez bien, par exemple, que le secteur des munitions et de la production des munitions engage énormément de monde, suscite beaucoup d'investissements publics, mais enfin c'est provisoire. La guerre n'est pas le régime normal d'une économie. Et puis, vous avez raison de souligner d'excellents chiffres normalement de la croissance du PIB. D'autres chiffres sont beaucoup plus inquiétants, comme le très haut niveau des taux d'intérêt, qui sont supérieurs à 15%. Qui ont été totalement relevés, qui frôlent les 18%. Exactement. Et il faut bien voir que les taux d'intérêt, ça détermine aussi les investissements à long terme. C'est-à-dire que si je veux créer une entreprise en Russie, il faut que j'emprunte. Si j'emprunte à 18%, c'est quasiment prohibitif. Donc c'est extrêmement. Il y a certains indicateurs sont très positifs, la croissance, le chômage. D'autres indicateurs sont beaucoup plus inquiétants. Les taux d'intérêt, comme on vient de le dire, et puis certains indicateurs qui sont moins mis en évidence, et notamment le taux de consommation de ces fameux deux fonds de réserve. Le fonds de bien-être et le fonds de prospérité, qui sont les espèces de bas de laine en fait de l'économie russe. Donc vous dites que mine de rien l'économie repose, ou en tout cas il faut être prudent parce qu'il y a des zones d'instabilité ou des zones de turbulence qui peuvent provoquer, on va dire, une sacrée tempête dans les mois, années à venir. Mais quels sont en fait, si on essaye de voir ça et de faire un peu de prévision, les prochains risques pour Vladimir Poutine ? Est-ce que c'est par exemple se retrouver face à une pénurie de main-d'œuvre pour l'économie, l'effort de guerre, ou justement de ne plus avoir de ressources potentiellement financières pour justement mettre de l'argent sur la mobilisation, les primes des soldats, la construction de certaines structures à certaines frontières ? Oui, alors sur la main-d'œuvre et sur le taux de chômage, là, ce sera pas une donnée qui sera critique ou qui sera difficile. Premièrement, tout simplement parce qu'un taux de chômage très bas, ça pousse les salaires à la hausse. La hausse du salaire est de près de 15% par an, donc ça satisfait la population, donc ça renforce la consommation, donc le sentiment de bien-être, donc une espèce de bulle d'euphorie sociale qui est organisée par le gouvernement effectivement pour faire que la guerre soit supportable. Et d'autre façon, il y a des réserves de main-d'œuvre pour la Russie, notamment en Asie centrale, qui permettront de pallier ce genre de difficultés. En revanche, effectivement, à moyen terme, et c'est la consommation des réserves de change, c'est extrêmement préoccupant. Puis il y a une immense fragilité qui est structurelle à l'économie russe depuis qu'elle existe depuis les années 90. C'est la dépendance au prix des hydrocarbures. Et la dépendance au prix des... Là, pour le moment, les hydrocarbures se sont maintenus. Le prix des hydrocarbures se sont maintenus. Et le jour où ça décrochera, exactement. Ça entraînera tout un pays. En fait, c'est pas grave. On pourrait dire que toutes les économies libérales ou illibérales sont exposées à ce risque-là. Le gros problème, c'est que la Russie n'a pas la main sur le prix des hydrocarbures et qu'elle est exposée du jour au lendemain à un crack. Et d'une façon qui est considérable. Au sens où c'est quasiment la moitié des ressources de l'État fédéral, donc la moitié des ressources de l'effort de guerre qui sont exposées au cours des hydrocarbures. Et il en va de même aussi pour les cours des denrées alimentaires, parce qu'on le voit mal, mais l'agrobusiness russe s'est rétabli en 10 ans, est devenu fortement exportateur. Si une surproduction est constatée en Australie, au Canada, là aussi, ça aura un effet dépressif sur les cours, et donc
Les exportations russes et donc les rentrées de devises seront beaucoup plus difficiles. Cyril Brett, vous êtes géopoliticien, spécialiste de la Russie et chercheur à l'Institut Delors. Vous évoquiez la consommation et c'est vrai que quand on se plonge en détail dans certains chiffres, c'est tout bonnement hallucinant. La consommation a augmenté de 20% sur l'année, 80% de consommation en plus par exemple sur les mousseux champagne, sur les cognacs c'est près de 20%, plus d'investissements sur les automobiles ou les meubles, c'est-à-dire de gros achats. Qu'est-ce qui fait que ces chiffres nous donnent franchement l'impression, avec notre point de vue extérieur, que Moscou est une fête? Ouais. Ce qui fait la consommation à court terme, donc toutes les denrées alimentaires, l'alcool, etc., c'est évidemment un surcroît de revenus, c'est-à-dire les pensions, les subventions qui sont distribuées aux ménages, et notamment aux ménages des combattants, mais aux blessés. Et là, encore une fois, c'est tout à fait louable de rémunérer les familles, mais enfin, ça a un effet de bulle très important sur les familles qui n'est pas soutenable, surtout si on voit quelles sont les capacités de production de l'industrie russe elle-même pour la consommation de masse. L'industrie de guerre russe tourne à plein régime, mais pas l'industrie des biens de consommation. À long terme, donc les biens d'équipement, l'automobile, l'électroménager. Là encore, ce qui augmente le pouvoir d'achat des ménages, c'est la distribution de très fortes subventions aux familles, mais qui, encore une fois, ne peut être que provisoire et qui est exposé à des chocs exogènes, la chute des hydrocarbures, une attaque contre le rouble et le renchérissement éventuel des importations, parce que tous ces biens qui sont consommés sont en très grande partie des biens importés, et les fournisseurs de la Russie, notamment la Chine, ne sont pas forcément enclins à maintenir un niveau de prix qui soit supportable pour les ménages. Vous parliez de la Chine, en effet, rien que sur l'année 2023, les échanges commerciaux ont atteint des records, près de 240 milliards de dollars, et ce sera ensuite ma dernière question, Cyril Brett. Cette économie russe ne se maintient-elle pas aussi à cause des errements des Occidentaux? Parce qu'après 2 ans de guerre, l'Union européenne n'arrive pas encore à se détourner des énergies fossiles russes. Si on a calmé les importations de gaz, on est passé de 40% à 15%. Seulement, on a appris il y a quelques jours que le GNL, donc c'est le gaz naturel liquéfié, par bateau avait augmenté de près de 10%. Donc est-ce que c'est bien beau de donner des leçons de morale sur les plateaux, de faire des tweets, de faire des communiqués, mais mine de rien, les pays de l'Union européenne, France y compris, on aide encore, mine de rien, Vladimir Poutine à se maintenir ou à maintenir son économie dans une certaine tranquillité? Oui, il y a plusieurs questions très intéressantes dans votre réflexion. La première, c'est la dépendance aux hydrocarbures, mais aussi aux minerais de l'Europe à l'égard de la Russie. C'est une dépendance qui a plusieurs décennies d'existence, qui date de l'URSS, et ça ne se débranche pas en 3 années de guerre. Donc c'est un peu normal qu'on n'ait pas trouvé de source alternative. Pour ce qui est du GNL, vous avez parfaitement raison. En revanche, les approvisionnements en GNL bénéficient essentiellement à 3 États. Les États-Unis, le Qatar et l'Algérie. Pas du tout à la Russie. Enfin, c'est marginal. Et j'en reviens à votre première question, qui est effectivement où va l'économie russe dans ses rapports avec la Chine. C'est très simple, la balance commerciale entre la Russie et la Chine. La Russie importe massivement des biens de grande consommation, machines-outils, automobiles, électroménagers de Chine, et en échange, elle vend à des prix qui ne sont pas très avantageux ses minerais et son pétrole. Donc les termes de l'échange sont extrêmement désavantageux pour la Russie, pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas à long terme. La Russie se positionne effectivement simplement comme un fournisseur de matières premières exposé à des variations de cours internationales de la plus grande économie mondiale, donc en gros comme un vassal économique. Merci beaucoup Cyril Brett, géopoliticien spécialiste de la Russie, chercheur à l'Institut Delors, d'avoir mine de rien parlé vrai sur Sud Radio et d'essayer et de nous avoir permis de comprendre comment l'économie russe avait une si bonne santé ces derniers mois. On le rappelle quand même, plus 3% de croissance en 2024. Dans quelques instants, il sera 10h30, ce sera l'heure des grands débats de l'été. Nos mousquetaires entrent en studio et on se posera cette question: un mois sans Premier ministre, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter la blague? Il faut bosser. Les Français attendent des réponses. À tout de suite sur Sud Radio.